Bonjour à tous et bienvenue sur Campus Chanel. Cet oral est consacré au Master 2 Exécutive Ressources Humaines du CIFOP. C'est un moment unique, vous allez pouvoir poser toutes vos questions franchement et juger de l'intérêt pour vous de ce programme. C'est du live, c'est vous qui avez le pouvoir, à vous de faire passer l'oral au CIFOP. Catherine Voynet-Fourboul, vous êtes le directeur du Master. Bonjour. Bonjour. Dominique Pépin, vous êtes tuteur pédagogique dans le Master et DRH chez Saint-Gobain. Bonjour. Bonjour. On vous laisse les 2 premières minutes pour introduire cet oral. C'est le speech. C'est à vous. Donc je suis Catherine Voynet-Fourboul, maître de conférence à l'université Panthéon-Assas. Je dirige le master exécutif du CIFOP. Le CIFOP, qu'est-ce que c'est? Le centre interdisciplinaire de formation à la fonction personnelle. C'est aussi la grande école universitaire des métiers RH. Notre master, c'est un des 5 masters de ce CIFOP. C'est un master qui est dédié aux personnes qui ont plus de 26 ans, qui ont également une activité professionnelle, et c'est pour cette raison que nous l'avons créé en 2009. À l'heure actuelle, on a une vingtaine d'étudiants, de participants dans ce master, et nous l'avons conçu de façon à ce qu'il soit le plus concentré possible pour un an. Voilà. Très bien, vous connaissez les règles, maintenant on passe au face-à-face. Dernier manche. 15 ans. Mon rôle va être d'appuyer toutes vos questions pour faire en sorte que ces 40 minutes passées ensemble soient un véritable outil de décision pour vous. Mais c'est bien vous qui posez les questions et ça commence maintenant. Alors bonjour, je vais avoir 26 ans en mai, puis-je tout de même candidater? Pourquoi avoir fixé la limite à 26 ans? Merci d'avance pour vos réponses. C'est une question très précise pour commencer, mais du coup, voilà, on va avoir 26 ans en mai, est-ce que ça passe? Alors, ça passe, mais à condition qu'il y ait eu une expérience. Parce que ce qui est vraiment important pour nous, c'est qu'il y ait suffisamment d'expérience professionnelle de façon à pouvoir apporter suffisamment d'échanges aux autres participants. Ce qui est extrêmement important dans le master exécutif, c'est que les participants disposent d'une certaine expérience, qu'ils puissent échanger à partir sur la base de cette expérience. Vous avez un minimum requis en termes d'expérience? Nous avons déjà eu des candidats qui étaient vraiment limite sur cet âge de 26-27 ans. Nous en avons eu très peu, mais nous en avons eu. Et donc, c'est pas un âge critère absolu, on peut négocier si on a 25 ans? À condition qu'il y ait une expérience suffisante. Et donc, j'en reviens à ma question précédente. La durée minimum de cette expérience que vous requérez, elle est de combien? Oh, c'est bien d'avoir 3 ans d'expérience. 3 ans d'expérience, ça c'est le minimum. La moyenne d'âge du master se situe autour de combien? 35 ans, entre 35 et 36 ans. Dominique, je vous voyais hocher la tête pendant que Catherine répondait. C'est une question de maturité aussi ou c'est vraiment une question d'années d'expérience qu'on empile? Je pense ce qui est important quand même dans l'enseignement, la construction de ce master, c'est un master qui se construit à partir bien sûr de l'enseignement qui est donné par les académiques, des universitaires reconnus qui maîtrisent complètement leur sujet, également par des praticiens qui viennent du monde, mais aussi, et ça c'est la force de l'exécutif, qui s'appuyait sur l'expérience des participants. Donc pour revenir là-dessus, il est vraiment important que tous les participants ils vont apprendre, ils vont recevoir, mais ils vont aussi donner. Et ça va s'appuyer vraiment sur l'expérience qu'ils auront pu acquérir avant de rejoindre le CIFOP. Okay. Alors j'ai une question. Bonjour Monsieur Pépin, j'aimerais avoir votre retour sur le type de relation que vous pouvez développer avec les étudiants du master. À quel point vous impliquez-vous dans cette relation en vous remerciant? Je crois que c'est une des forces du CIFOP, c'est le principe du tutorat. Qui a été mis en place, qu'on va retrouver dans les différents programmes et qui est bien sûr très très présent dans le CIFOP exécutif.
parce qu'on nous demande à nous, tuteurs, plusieurs choses. D'une part, bien sûr, de diriger certains travaux académiques de recherche sur un sujet. Donc ça, c'est plutôt classique pour le coup. Oui. Deuxièmement, c'est de faire un lien entre l'enseignement qui est donné dans le master et puis ce qui se passe dans les entreprises, dans la vie. Et aussi, troisièmement, un accompagnement personnel. Donc c'est ça qui nous intéresse plus particulièrement pour cette question. Quel type de relation vous pouvez développer avec ceux que vous accompagnez personnellement? C'est-à-dire, d'une part, il y a la direction des travaux. Hein, on va travailler ensemble et donc ça va être, je reviens toujours à cette notion de diversité, mais c'est un élément très important dans les travaux qu'on va diriger, qui va permettre de faire émerger des idées, des solutions, des pistes à creuser. Deuxièmement, ensuite, on va beaucoup s'appuyer sur ce que les étudiants vont apporter. Hein, et donc ce rôle-là, moi, c'est aussi j'ai un rôle un petit peu de catalyseur. Hein, je ne suis pas là pour répéter ce qui a déjà été dit en cours, mais beaucoup plus pour faire le lien entre ce qui a été dit en cours, enseigné, et ce que les étudiants peuvent vivre au quotidien. Et vous les voyez beaucoup, vos étudiants? Globalement, ça représente environ une 60aine d'heures. C'est-à-dire, je fais un point régulier avec mes étudiants. D'une part, la première réunion, on se retrouve, on prend notre agenda et on se fixe 2 à 3 heures où on se retrouve tous ensemble. Quand vous dites tous ensemble, c'est un groupe de combien? C'est des groupes de 5. Donc 5 étudiants et vous? Oui, 5 étudiants. Et une des forces du CIFOP également, de ce programme, c'est d'avoir des petites promotions. Enfin, Catherine l'a précisé au départ, on essaye d'avoir une vingtaine de participants pour permettre justement d'avoir une bonne communication, un bon échange dans les... Et j'en reviens un peu à la question qui était la nature des relations qui se tissent avec les étudiants. Est-ce que vous êtes proche de vos étudiants? Est-ce que c'est plus une relation de professeur à élève? Comment vous la définiriez? Ce serait intéressant après de poser la question à un étudiant. Oui, on posera la question à Alice qui va nous rejoindre. Alors personnellement, je me sens vraiment comme un rôle de tuteur où j'écoute, je réagis. Je questionne, j'apprends aussi beaucoup. Enfin, personnellement, moi aussi, en tant que praticien des RH dans un groupe international, être confronté aussi à des jeunes RH qui sont en train d'apprendre, qui posent des questions sur les pratiques que l'on fait, ça apporte aussi énormément. Et je pense que c'est une relation aussi qui apporte des deux côtés. C'est une relation qui est limitée dans le temps, c'est-à-dire est-ce que vous avez toujours des liens avec vos anciens Oui, on se revoit. Alors, on fait un point, j'aime bien faire un point avec eux 1 an après aussi. D'accord. Alors, tutorat, mentorat, quelle différence? Alors là, c'est une question de cours. Tutorat, mentorat, quelle différence? C'est la question qui nous est posée. Je pense qu'on est dans une logique peut-être plus de mentorat que de tutorat. Est-ce que pour le coup, sur votre site, vous faites bien la distinction entre le tutorat et le mentorat? C'est ce qui est écrit. Est-ce que ça correspond à quelque chose, à une réalité, ou est-ce que c'est deux mots qui veulent dire la même chose? Alors, c'est pas tout à fait la même chose. Tutorat, disons que c'est le terme français. Donc le terme français qui va être employé au plan universitaire. Donc très souvent, on va employer des termes français à certains endroits et puis... Donc c'est la même chose en fait. Mais en même temps, il y a peu de différence pour moi. Donc en fait c'est deux termes mais c'est une seule réalité, c'est-à-dire votre rôle à vous. Ce qui est important, enfin je reviens là-dessus, c'est que d'une part les étudiants puissent apprendre, hein, que nous, tuteurs, on joue complètement nos rôles de catalyseurs pour faire faciliter ces échanges et pour qu'on puisse, pour qu'ils puissent vraiment bénéficier. Donc pour être bien clair, voilà, même si on trouve deux termes sur le site, ça se réfère à une seule chose, le rôle du tuteur. Alors, j'ai entendu dire que votre master de formation initiale était très sélectif. Est-ce la même chose pour ce master exécutif? Oui, de toute façon, la sélectivité, c'est vrai, elle existe parce que pour nous, c'est un critère extrêmement important lorsque nous allons accueillir nos étudiants. Nous tenons à cœur le fait qu'ils puissent vivre une expérience formidable au CIFOP. Et donc ça veut dire quoi concrètement être sélectif? C'est-à-dire vous avez combien de candidats en tout et combien vous en gardez à la fin? Alors, grosso modo, on va retenir un tiers. Un tiers des candidats. Un tiers environ.
Mais pour nous, c'est vraiment important qu'on puisse avoir cette possibilité d'avoir une promotion qui fonctionne bien. Donc avoir des personnes qui ont la capacité de travailler entre elles, même si les profils seront extrêmement divers. Quand on dit qu'on est sélectif, il faut comprendre aussi ce qu'on entend dans la sélectivité. Mais justement, quels critères vous retenez pour votre sélectivité à vous? Alors, dans la sélectivité, pour nous, il y a déjà la dimension compétence qui va être importante. C'est-à-dire que l'expérience professionnelle est plus importante que les diplômes ou la formation antérieure qu'on a pu avoir? Non, disons que ce qui compte pour nous, c'est véritablement la possibilité de pouvoir s'adapter aux dimensions des ressources humaines. Donc c'est en ça que les compétences vont pouvoir être incarnées dans un chemin RH. C'est aussi le potentiel de la personne, la personnalité. La personnalité est aussi quelque chose de vraiment important. Les valeurs également. Et les valeurs, c'est-à-dire, il faut arriver en vous disant que oui, on est très honnête, on est le plus gentil du monde, on est intègre. Bien peut-être, nous, ce que nous aimerions, c'est d'avoir des personnes qui ont des valeurs qui coïncident avec les nôtres. C'est-à-dire? Alors, dans nos valeurs, on a en premier lieu, sans doute, la performance, parce que nous sommes des gestionnaires. Donc, les gestionnaires ont toujours... je pense en première valeur l'idée de performance et d'excellence. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en valeur au cours de l'admission, pendant le processus d'admission. Et c'est bien souvent quelque chose qu'on va détecter par le potentiel de la personne. Et je reviens à ma question, est-ce que vous prêtez plus d'attention au parcours académique de vos candidats ou est-ce que vous prêtez davantage d'attention à ce qu'ils ont fait après, une fois diplômés, à leur parcours professionnel? On peut recruter une personne à la limite qui a un baccalauréat, donc pas vraiment de diplôme, mais qui a une véritable expérience riche dans le domaine des ressources. Ça vous est déjà arrivé, ça? Bien sûr. Vous avez recruté des gens qui avaient que le baccalauréat? La première personne que j'ai recrutée dans la première promotion était exactement dans ce profil-là. D'accord. Donc, sachant qu'aujourd'hui, quand même, 40% sont un master M1, je crois. Oui, alors maintenant... 40% niveau M1 on a plus de 45%, 45% et plutôt au niveau M1, puis ensuite on a 10% en licence 3, et puis le reste, ce sera plutôt Master 2, diplôme d'ingénieur, donc là on est... ou MBA, école de commerce. Mais si je peux compléter, ce qui est important pour nous, il y a un processus qui se fait en deux moments, d'une part des dossiers et après l'entretien, être sûr que parmi l'équipe de 20 personnes, d'une vingtaine ou 25 personnes qui formeront le master exécutif du CIFOP, il y a des gens qui sont fortement motivés, qui sont prêts à apporter et à apprendre. Et comment vous évaluez la motivation? Parce que tout le monde, on imagine que tout le monde va vous dire qu'il est ultra motivé, sinon il ne serait pas là. Dans cette motivation aussi, il y a déjà la capacité à établir un projet professionnel. Oui. C'est ça qui va faire la différence. Quand la personne a vraiment pensé, est très proactive sur son projet professionnel, on est capable de palper très très vite. Il n'y a pas besoin d'ailleurs d'y passer 107 ans. Ça se voit très très vite. Donc c'est sur le projet professionnel qu'il faut arriver bien armé. Exactement. Il faut avoir anticipé sur ce sujet-là. Ok. Alors, j'ai vu sur votre site qu'une part importante des cours était consacrée au droit. Par conséquent, peut-on accéder au master sans formation initiale en droit? Oui, bien sûr, on a beaucoup de personnes qui arrivent sans la moindre formation en droit. Mais c'est vrai. C'est-à-dire sans avoir jamais suivi un cours de droit de sa vie, c'est faisable? Tout à fait, mais il faut bien comprendre que nous sommes une université, l'université Paris 2 Panthéon-Assas, qui a une réputation dans le domaine du droit, et c'est aussi une conviction au CIFOP que le droit fait une différence. Quand on a la chance d'avoir 60 heures de droit, bon, certes, ce n'est pas ce qui va vous aider à devenir un juriste, mais ça va vous aider à avoir un certain nombre de réflexes en droit. Ça va vous aider ensuite, en étant sur le terrain, à savoir où aller chercher, pour pouvoir faire une différence avec d'autres personnes qui n'auront pas eu la chance d'avoir cette formation. Et quelle est la difficulté technique de ces cours de droit pour les gens qui n'en ont jamais fait auparavant? Est-ce qu'ils galèrent un peu au début? Moi, je pense que ce serait bien de poser la question... à Lise. Oui.
Bon, pour le coup, vous Je pouvez pas... je préférais que ce soit elle. Ah oui, enfin, on peut Vous donner pouvez notre nous avis, donner mais je une pense que le plus estimation. simple, c'est d'avoir quand même l'avis d'un étudiant qui a dû se remettre... On n'aura pas forcément la question après, c'est pour ça que je vous pose la question à Vous vous pouvez pendant poser qu'elle la est là. question, alors. Bon, si vous voulez. On passe à la question experte. Quid de la dimension internationale du master? Pas de cours en anglais, pas de study trip à l'étranger. On dirait que ce n'est pas votre priorité. En 2015, peut-on encore vraiment passer à côté? Alors, cette dimension internationale du master, bon, malgré tout, on a quand même une journée dédiée à cela. Une journée, c'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup, c'est vrai. Parce que vous pouvez très bien nous dire, oui, c'est pas notre priorité. Si vous l'assumez, c'est une réponse valable. Non, pas tant que ça, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que nous avons quand même des exigences en matière de sélection. Nous souhaitons que les personnes aient un certain niveau d'anglais. Pourquoi? Parce que nous travaillons principalement avec une base scientifique qui est à 90% en anglais. Donc il y a, certes, ce n'est pas parce qu'on va se déplacer, qu'on n'offrira pas cette possibilité de se déplacer, que malgré tout, eh bien, on n'a pas cette ouverture sur l'étranger. Par ailleurs, nous avons une capitalisation possible, une mutualisation avec des conférences offertes par le CIFOP. C'est vrai, on n'en a pas énormément parlé sur le site. C'est-à-dire, c'est des options qu'on peut C'est-à-dire, choisir voilà, ou non? exactement, ce sont des options, on n'est pas obligé de les suivre, on peut y participer. Et c'est sur quel thème ces séminaires, Alors, ces conférences? Cette année, on en a organisé une sur le digital. Elle était partiellement, enfin quasiment totalement en anglais, parce que les intervenants étaient en anglais. Mais le fait de parler anglais, ça valide pas forcément un focus sur l'international. C'est juste un focus sur la langue. Et de toute façon, non, on a quand même non. véritablement une vision internationale. C'est-à-dire, comment vous leur enseignez cette vision internationale? Comment ça se concrétise dans le programme? Je peux intervenir, oui, bien sûr, Catherine. oui. Je pense qu'on va travailler sur des cas qui sont dans un cadre international. Beaucoup dans les travaux qui vont être les travaux personnels qui sont dirigés par les tuteurs. On va prendre justement, on est dans la plupart des, enfin pas la plupart, mais une bonne partie quand même de nos étudiants travaillent dans des groupes internationaux. C'est-à-dire une bonne partie, vous pouvez nous donner une évaluation alors à peu près? La promotion actuelle, on doit être à 60%, je pense. Oh oui. Donc 60% travaillent dans des groupes internationaux, ça ne veut pas forcément dire qu'ils travaillent à l'étranger, ça peut être en Non, France. mais je pense, alors Ouais. justement, être international, c'est pas travailler à l'étranger, c'est être capable de travailler dans différents pays avec des gens de différentes cultures, dans une langue qui est aujourd'hui l'anglais. Mais par exemple, vous ne leur donnez pas de compétences spécifiques sur le droit, vous insistez sur l'importance du droit dans tel ou tel pays, ça c'est le droit franco-français pour le coup. Oui, tout à fait. Oui, non, ça, c'est trop complexe de toute façon. Ok, Oui. on passe à la question suivante. Donc, Allez-y. quel débouché dans le conseil avec ce master exécutif? Eh bien, nous avons quelques cas. Nous avons observé des personnes qui ont donc accompli le master exécutif. Parfois, je pense à une personne qui avait une formation en psychologie et qui a souhaité se doter de compétences plus RH, plus généralistes, et qui a monté son entreprise. Elle est à son compte et elle fait du conseil. Elle fait du Mais conseil. elle n'est pas la seule. C'est courant ou c'est plutôt minoritaire? Oui, on a toujours certaines personnes alors, qui soit vont faire du conseil, soit vont se mettre à leur compte et faire du conseil de cette façon. Donc, oui, c'est quelle proportion des ce n'est pas, débouchés mais à peu près? ce n'est pas la majorité. C'est-à-dire c'est 10%, 20%? C'est plutôt moins de 10%. Moins de 10%. Oui. Ok. Donc on accueille Lise Vinet. Donc Lise, vous êtes diplômée de la promotion 2014. Tout à fait. Je vous laisse prendre la question suivante. Bonjour, chaque année, avez-vous des étudiants qui n'obtiennent pas leur diplôme? Je ne sais pas si je suis la mieux placée pour répondre. Bon, pour le coup, c'est plutôt Catherine qui va pouvoir nous répondre. Bon, eh bien, jusqu'à maintenant, tout le monde a eu son diplôme, sauf peut-être une personne qui a eu des soucis de santé et qui a dû abandonner. Mais jusqu'à maintenant, tout le monde a eu Quelle est la partie la plus importante dans l'obtention du diplôme? Est-ce que ce sont les travaux qu'on peut avoir à faire au cours de la formation? Est-ce que le mémoire a une importance particulière? Oui, le mémoire est tout à fait important, mais à l'heure actuelle, ce que j'observe au travers des étudiants,
c'est surtout le souci d'être bien ranké dans les premiers. Il y a vraiment une envie de parvenir ça a une importance quelconque. Pour eux, bien il y a une forme de challenge, je crois. Mais c'est uniquement pour eux, c'est-à-dire que ça ne va pas être au niveau fait. des débouchés, on ne va pas avoir un système de classement ou quoi que ce soit. Non. Peut-on choisir ses tuteurs académiques et professionnels? Ben non. Non. Vous, Lise, vous aviez quel tuteur alors? Donc moi, je travaillais avec Hervé Bronstein et Véronique Chanu. Donc effectivement, nos tuteurs nous ont été attribués, je dirais, en début d'année. On le sait, dès le jour de la rentrée. Donc voilà, donc Hervé travaille dans un groupe de conseil et Véronique est donc la tutrice académique. Était notre tutrice académique. Et donc en charge de la théorie des orgas. Vous aviez quelle relation avec vos tuteurs? Alors une relation simple, je dirais déjà, dans un premier temps. Plus une relation de professeur à élève? Je dirais que c'est à mi-chemin entre une relation de professeur à élève et une relation entre pairs, parce qu'on est quand même des professionnels. Donc certes, on est encadré par un tuteur, mais on est quand même des professionnels. Donc moi personnellement, j'ai trouvé la relation un peu différente de celle que je pouvais avoir quand j'étais étudiante. Et est-ce qu'ils sont vraiment disponibles en dehors? Donc Dominique nous expliquait qu'il y avait des plages dédiées à la rencontre. En dehors de ces plages, est-ce que vous pouvez les appeler, leur envoyer un mail? Tout à fait. On définit généralement des moments de rendez-vous parce qu'on a tous évidemment des emplois du temps chargés, pas uniquement les tuteurs, les élèves aussi. Néanmoins, quand on a eu besoin d'échanger avec eux, en dehors de ces créneaux-là, on avait moyen de les joindre soit par téléphone, soit par mail, et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Est-ce que vous avez gardé contact avec eux? Oui, plus avec l'un qu'avec l'autre, mais oui, on a échangé, j'en ai revu un d'ailleurs assez récemment. Et quelle réelle utilité ça a pour vous en tant qu'étudiante? Alors, ça nous donne un grand apport sur les deux mémoires. Donc c'est un peu le rôle, j'ai l'impression que c'est un peu comme un directeur de recherche finalement quand on est à l'université, on a un peu cette relation-là aussi avec un directeur de recherche. J'ai pas fait de thèse, donc je sais pas exactement le rôle d'un directeur de recherche, mais certainement que ça s'y apparente assez, puisque pour moi le tuteur il est là pour nous guider, pour nous challenger, pour nous conforter aussi des fois quand même, parce qu'on ne sait pas toujours si on va dans la bonne direction. Mais voilà, donc c'est un peu un coach aussi, voilà, donc oui, peut-être que c'est un peu comme un directeur de recherche. Après, je ne saurais pas le dire puisque j'en ai pas eu. Ok. Bonjour, pardonnez-moi, mais le rythme me semble bien léger pour acquérir de solides compétences. 2 jours et demi par mois. Êtes-vous vraiment sûr que c'est adapté? Je peux me permettre de répondre. Alors, sauf si la formule a changé. Aujourd'hui, moi, il y a un an, on avait 2 jours et demi par mois plus 3 semaines pleines. À quel moment les 3 semaines pleines? Alors, la semaine de rentrée, 1 semaine en janvier et 1 semaine en avril. Ce qui donc augmente quand même un petit peu la quantité de jours de cours. Et donc, malgré tout, avec ces semaines pleines et ces 2 jours et demi par mois, qu'est-ce qu'on peut vraiment apprendre en 2 jours et demi par mois? C'est vrai que ça semble, a priori, léger. Alors, il y a 2 choses. Il y a les enseignements qu'on nous apporte et puis il y a tout le travail personnel qu'on nous demande à côté. Donc évidemment, si on se limite, je pense, aux purs enseignements, je pense que ça peut faire peut-être un peu léger, effectivement, mais surtout pour obtenir le diplôme, parce que je ne vois pas comment est-ce que, en 2 jours et demi par mois, plus les 3 semaines de travail, on peut acquérir le savoir nécessaire pour passer les examens. Et justement, le travail personnel, ça représente quelle somme par semaine? Est-ce que vous faites des journées 8h, 23h, 6 jours sur 7? Alors, après, chacun s'organise en fonction de sa vie personnelle, puisque évidemment, en étant en exécutive, on a beaucoup de gens qui ont des enfants, donc qui nécessitent une organisation particulière. Moi, ce n'est pas mon cas, donc mon organisation, c'était plutôt de travailler le week-end. Je ne rallongeais pas mes journées de travail parce qu'elles étaient suffisamment longues comme ça. Néanmoins, c'est un vrai investissement. Je conseille aux gens qui voudraient candidater de bien informer leur conjoint que c'est une année pour eux, qu'il faut que le conjoint accepte qu'il y ait moins de temps à partager avec lui ou à consacrer aux enfants si on a des enfants. Après, les gens avaient des rythmes vraiment différents.
Mais donc c'est faisable en travaillant uniquement le week-end, vous n'avez pas rencontré de difficultés particulières? Non, c'est une charge de travail non négligeable, mais j'ai obtenu mon diplôme en ne travaillant que le week-end, en ne travaillant pas le soir, sauf, je dirais, sur la dernière ligne droite du mémoire individuel, où là, évidemment, voilà, mais c'est faisable. Alors, on entend beaucoup parler de DRH digital, mais je suis très sceptique. Pour moi, le métier de DRH est justement un métier de contact, de visu. Qu'en pensez-vous et quelles conséquences cela a-t-il sur la formation? C'est vrai que la dimension digitale, c'est vraiment une dimension qui nous intéresse et cette année, justement, Dominique Pépin a fait une intervention tout à fait consacrée à la dimension du digital. Et c'est quoi au final un DRH digital? Est-ce que c'est un DRH qui travaille sur un ordinateur, c'est-à-dire comme 99,9% des salariés des entreprises? Alors, je pense qu'il y a plusieurs aspects dans cette question. Il y a la maîtrise d'un certain nombre de process qui sont digitalisés. Et c'est vrai qu'au CIFOP, nous aussi, on digitalise un certain nombre de nos process. Et dès la première journée, les étudiants ont 1 heure sur le digital, sur la manière dont on va fonctionner de manière digitalisée. Donc nous le pratiquons nous-mêmes. Maintenant, c'est vrai que la gestion des ressources humaines, ça doit être une gestion des personnes. Donc c'est une gestion qui se fonde sur des valeurs humaines. Donc ça, c'est aussi un des volets des valeurs. On est allé un petit peu vite tout à l'heure sur nos valeurs qui ne sont pas que des valeurs de performance, mais véritablement des valeurs humaines. Et nous essayons de les partager, de les expliquer aussi au travers d'autres cours sur la communication, le leadership, par exemple. Donc le digital, vous avez parlé d'1 heure en début de formation. Est-ce qu'il y a d'autres moments où on va aborder ça, ou c'est 1 heure et ça y est, c'est bouclé pour le reste de la formation? Mais on le vit de toute façon. Est-ce que vous pouvez donner un exemple de voilà, ce que vous enseignez en matière de digital? Alors, sur la manière dont on le vit dans les process, déjà c'est par exemple le fait qu'on va donner des documents scientifiques à lire aux étudiants, et ces documents scientifiques figurent sur une plateforme partagée. Donc on va partager un certain nombre de documents sur des plateformes, et les étudiants vont aussi contribuer à faire des synthèses de ces documents préparatoires et les partager tous ensemble. Donc on est véritablement sur une capitalisation du travail par les moyens digitaux. Et est-ce que ça je ne peux pas l'apprendre moi toute seule, à mettre en ligne des documents? Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir des cours pour ça? Alice, je m'adresse à vous, qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi je dirais, en fait on n'a pas vraiment eu, on n'a pas eu de cours sur comment utiliser du digital. Pour moi le digital c'est un outil auquel on va s'adosser pour nous faciliter la vie. Donc ça peut être des plateformes de partage, comme l'exprimait Catherine, qu'on utilise avec les étudiants, que nous d'ailleurs, par exemple avec mon groupe de tutorat, on a utilisé aussi des outils digitaux. Vous saviez le faire avant, non? Ah mais oui, mais je ne pense pas que le diplôme ait vocation à nous apprendre à utiliser du digital. En revanche, le diplôme, nous aide à vivre la transformation digitale des entreprises et ce que ça veut dire pour un DRH. Moi, je dirais que DRH digital, c'est un peu vite comme terme, non? Oui, il n'y a pas de DRH digital. Après, le DRH va utiliser des techniques digitales qui peuvent être des plateformes de partage, qui peuvent être du big data pour proposer des solutions qui soient beaucoup plus personnalisées à leurs collaborateurs. Pour moi, le digital, ça n'est qu'un outil. C'est un outil, mais c'est pas la définition du DRH. Ça va être faire du recrutement en ligne, ça va être mais c'est pas c'est pas un fondement. Et puis c'est aussi l'affaire d'une transformation très profonde des organisations sur lesquelles on va être amené à travailler. On est sur une société qui est de plus en plus horizontale. Et c'est ça la grande transformation qui est absolument déterminante à l'heure actuelle et qui interroge énormément. Dernièrement, au dernier congrès de Charles Congress, on parlait de digitalisation et tout le monde, en fait, n'a que parlé de l'horizontalisation des processus organisationnels. Donc c'est plus sur ça que vous centrez vos cours que sur l'aspect outil. On va parler de ces éléments de profondeur, bien entendu. Et certains vont d'ailleurs même faire des mémoires sur le digital, en l'occurrence. C'était votre cas? Oui,
j'ai travaillé sur l'impact du digital sur la culture managériale. Ça peut être, ça c'est classique dans les sujets de recherche pour le mémoire. Je crois que ça ne l'était pas Non, trop à c'était le l'époque, premier hein. C'était le sujet premier. là-dessus. Oui. Après bientôt 4 ans d'expérience en tant que DRH d'une entreprise de taille moyenne, que va pouvoir m'apporter ce master que je ne connaisse déjà? Quelle est sa réelle plus-value? Mais moi, je trouve que finalement, tout dépend. Il faudrait peut-être en savoir un petit peu plus sur le profil de cette personne, savoir quels étaient ses diplômes initiaux. Ça peut apporter, voilà, ça peut être une plus-value en termes de diplôme. Parce qu'en fait, ce qui est d'important, c'est que on est, nous, beaucoup dans l'apprentissage continu. Et ce qui se passe maintenant n'est pas du tout ce qui se passait il y a 4 ans. C'est-à-dire? Donc ça signifie que ce que l'on enseigne évolue. Le monde se transforme énormément. Là, ça ne va pas beaucoup l'aider sur son interrogation. Si, ce que ça veut dire, c'est qu'il peut revisiter tout ce qu'il a pu voir jusqu'à maintenant et voir le monde d'une façon différente. Donc c'est une mise à jour en fait, c'est ça? Pour lui, cela peut être ça, cela peut être le cas. Et vous parlez de diplôme, voilà, ma question c'était est-ce que ça peut être... En fait, j'allais compléter, alors c'était pas du tout mon cas, mais je pense que le diplôme permet quand même une réelle prise de recul sur sa fonction. Hein, on s'extirpe quand même de notre quotidien et ça nous permet d'avoir quand même un tour d'horizon à la fois par les enseignements et à la fois par la promo, par les camarades de la promotion. Ça nous permet vraiment de voir ce qu'il se passe ailleurs et donc d'avoir quand même une ouverture sur le reste du monde, je dirais, et une vraie prise de hauteur. Vous, si vous deviez retirer un point positif de ce master, la chose que ça vous a apporté, que vous n'auriez pas pu obtenir autrement, qu'est-ce que ce serait? La chose que je n'aurais... Ou les choses. Alors, moi, je l'ai fait dans le cadre d'une reconversion, hein, donc j'avais besoin d'un bagage RH dans le cadre de cette reconversion. Vous faisiez quoi avant? J'étais dans l'actuariat. D'accord. Donc les mathématiques de l'assurance, rien à voir. Donc moi, évidemment, ce que ça m'a apporté, c'est un socle RH solide, riche, avec à la fois des enjeux stratégiques, à la fois des aspects opérationnels, mais aussi beaucoup le partage avec la promotion. Hein. Enfin, pour moi, c'est un point hyper important du master. On apprend autant avec les enseignants qu'avec la classe, en fait. Et du coup, c'est vrai que c'est un enrichissement énorme. Et vous avez trouvé un poste de DRH à la sortie? Alors, j'ai pas forcément cherché un poste de DRH à la sortie, mais par contre, j'ai eu une évolution dans le cadre de mon entreprise. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Enfin, le avant-après se situe où pour vous? Donc, j'ai eu un élargissement de périmètre et je suis passée au comité de direction de la DRH de mon entreprise. D'accord. Voilà, je m'occupe de politique de rémunération, de pilotage RH et de mobilité internationale, pour être plus précis. Comment pouvons-nous mettre en valeur notre projet professionnel lors de l'entretien d'admission? Alors, comment le mettre en valeur? Eh bien, il s'agit d'expliquer, par exemple, si vous avez pris des contacts avec des personnes de votre entreprise ou à l'extérieur, et peut-être en avez-vous discuté avec elles, vous ont-elles un petit peu accompagné, donné quelques pistes? Vous voulez dire prendre contact avec des gens du métier des RH, c'est ça? Oui, quasiment dans l'entreprise où les personnes se situent, ou peut-être même à l'extérieur, si le projet est à l'extérieur de l'entreprise. Et sans doute, en discutant avec ces personnes, eh bien, il y aura matière à expliciter davantage son projet. Donc ça peut être vraiment un bonus, le fait d'aller voir des gens en amont et de pouvoir mettre en valeur ça pendant l'entretien. Et je pense que la deuxième chose, c'est là où nous sommes extrêmement sensibles au fait que les candidats aient visité un petit peu le site internet, pris des renseignements sur qui nous sommes, de façon à réfléchir à la manière dont ils peuvent concilier les apports du CIFOP par rapport à ce projet. Donc deux points concrets, se renseigner auprès des gens qui nous entourent et aller voir sur le site internet. Et voilà, essayer de réfléchir en quoi nous pouvons leur apporter quelque chose dans le sens de ce projet professionnel. Lise, si vous aviez un conseil à donner à un futur candidat, vous qui l'avez passé cet oral? Moi, je dirais être authentique parce que c'est ce que j'ai été. Être authentique, c'est variable suivant les personnes. On peut avoir deux personnes très authentiques, pourtant il y en aura une qui sera prise et l'autre non.
Alors, pour abonder dans le sens de Catherine, c'est vrai que moi, quand j'ai candidaté, j'avais travaillé mon projet professionnel, j'avais rencontré les équipes RH, le truc était quand même, j'avais été challengée. Enfin, voilà, je dirais que peut-être, effectivement, c'est beaucoup l'échange qui permet de vraiment affiner son projet professionnel et derrière de pouvoir présenter les choses vraiment très clairement. Est-ce qu'on vous pose des questions pièges pendant l'oral? Est-ce qu'il y a des questions qui vous challengent justement? J'ai pas eu la sensation d'avoir eu des questions pièges. C'est plutôt classique. Par contre, c'est des questions, classique. Voilà, enfin, il y a quand même, c'est quand même creusé, c'est-à-dire qu'on reste pas juste en surface. Voilà, c'est quand même creusé, mais pas piège. Il n'y a pas de questions pièges. Vous vous étiez entraîné avec, vous aviez fait des faux oraux? Non, c'est pas la peine. Non. D'accord. Enfin, peut-être pour certains, mais voilà, moi en tout cas, je ne l'ai pas fait. D'accord. Voilà. Non, l'authenticité, en effet, je confirme quelque chose de vraiment très important. Et si les candidats qui viendraient en forçant leur image, c'est quelque chose qui nous choquerait. Et donc on préfère vraiment une attitude plus simple, puisque ce sont nos valeurs de simplicité qui sont là. Et donc on préfère vraiment la vérité, l'authenticité. C'est-à-dire si on, par exemple, vous nous posez une question pendant l'oral et qu'on ne sait pas, on peut vous dire « je ne sais pas ». Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Alors, j'ai une formation généraliste en management obtenue en école de commerce, mais pas spécialement d'expérience RH. Une admission est-elle envisageable? Avez-vous des cas similaires aux miens par le passé? Oui, bien sûr. Et pour le coup, le cas de Lise, on a quasiment un quart des participants au master qui sont dans ce cas de figure. Donc, au contraire, c'est une cible extrêmement intéressante. C'est des gens qui viennent chercher un changement de carrière automatiquement? Sont des gens, oui, tout à fait. Oui, il faut absolument que... C'est la condition. On ne vient pas uniquement pour apprendre un petit vernis RH. Non, il faut qu'il y ait vraiment ce projet construit. Et c'est extrêmement intéressant parce que dans notre promotion, on va avoir une grande partie des personnes qui ont vraiment une expérience RH et qui vont pouvoir échanger avec des opérationnels du management et vice-versa. Et c'est cette richesse qui fait la puissance et la force du master. Mais du coup, en termes de niveau pour les cours, vous vous adressez à la fois à des gens qui ont une expérience RH et à des gens qui n'en ont pas du tout. Comment ça se mélange? Est-ce que les gens qui sont déjà expérimentés, finalement, ne revoient pas des choses qu'ils savent déjà et d'autres, au contraire, se retrouvent à un niveau assez élevé alors qu'ils devraient plutôt voir les bases? Comment ça s'organise? Alors, en fait, effectivement, c'est le cas. D'un cours à l'autre, seulement comme on a une grande variété de cours, d'un cours à l'autre, en fait, celui qui va être plus senior sur tel cours va être plus junior sur tel autre. Et donc, du coup, ça crée quand même un équilibre général. Et alors nous, on avait une promotion où les gens qui étaient plus seniors, évidemment, faisaient partager à ceux qui étaient peut-être un peu plus juniors. Et je vais juste partager quelque chose de particulier qu'on faisait sur les cours de droit, où tout à l'heure ont été évoqués l'aspect de niveau en droit. Et on avait une très forte hétérogénéité dans la promo, des gens qui avaient des maîtrises de droit et des gens qui n'en avaient jamais fait, dont je fais partie. Et en fait, on se regroupait tous les samedis, quand on a commencé à préparer les examens, on se regroupait les samedis pour travailler sur des cas pratiques. Et ceux qui étaient plus seniors animaient les séances de travail pour faire progresser ceux qui étaient un peu moins forts, quoi. Donc cette hétérogénéité, en fait, elle n'est pas du tout gênante parce que comme elle n'est pas la même selon les cours, il y a une vraie complémentarité et donc voilà, nous il y avait une vraie solidarité, donc c'était vraiment pas un sujet. Oui, vous quantifiez l'évolution du salaire avant et après ce master. En fait, on ne fait pas d'enquête proprement dite. Est-ce que vous avez eu des retours de certains de vos étudiants? On ne fait pas d'enquête, mais on sait grosso modo qu'en effet, il y a des évolutions qui se font dans ce domaine. Mais ce serait très difficile pour moi de vous donner une réponse Alors peut-être plus en termes de responsabilité. Donc on a eu votre exemple, Lise, est-ce que vous pouvez nous en donner davantage? Alors en revanche, ce qu'on observe, c'est qu'il y a 3 types d'évolution à la suite du master. Il y a une évolution en approfondissement. Il y a ceux qui ont des attentes d'approfondissement et qui parfois viennent là
avec la possibilité de changer d'entreprise. Donc ils sont en approfondissement et ils changent d'entreprise. Ils changent d'entreprise parfois parce que ils sont dans une entreprise qui vit des situations difficiles et donc ils vont pouvoir migrer vers une entreprise qui est en meilleure santé. Bon. Vous avez ceux qui vont monter leur entreprise également. Deuxième type d'évolution, il y a ceux qui font des mobilités verticales. Donc ils vont passer de responsable RH à DRH. Et puis il y a ceux qui vont faire des mobilités transversales, c'est-à-dire qu'ils vont passer d'une spécialité à une autre, par exemple. Et puis, voire même, après ce cheminement transversal, voire même une mobilité verticale, pourquoi pas. Et le plus classique, ça serait quel type d'évolution ? Et puis, vous avez encore un autre cas de figure, ce sont par exemple les consultants. Nous avons quand même pas mal un quart de consultants qui, en fait, souhaitent rejoindre le monde de l'entreprise. Et donc ceux-là, je pense à un qui a fait une dizaine d'années en tant que consultant en management et organisation, qui a fait son master et durant le master a été remarqué, parce que ça marche aussi beaucoup au sein de la promotion, des tuteurs ou les personnes entre elles se remarquent. Et donc il est ensuite parti 2 ans comme responsable du développement RH. Et puis, ma foi, il s'est marié et il a trouvé un poste en région, un poste de responsable SIRH dans une grande entreprise lyonnaise. Donc, vous voyez, les parcours sont de toute façon accélérés. Est-ce qu'il y a un parcours classique? Est-ce qu'il y a un des 3 grands types de parcours qui ressort du lot? Non, je pense qu'il y a énormément de diversité. Et on ne peut pas... je crois qu'il y a des histoires extrêmement différentes, des styles propres à chacun. Et je serais bien en peine de vous dire qu'il y a un profil type de... Donc Catherine, Lise, ça fait 40 minutes qu'on est ensemble. Bon, 20 minutes avec vous, Lise, et 40 minutes avec vous. Est-ce que vous avez quelques mots de conclusion, quelque chose à ajouter? Catherine, si vous voulez commencer. Mais je dirais, si vous sentez que vous avez un certain potentiel inexploité dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, si vous sentez aussi que vos valeurs coïncident avec les nôtres, si vous avez 1 an à consacrer à vos études, si vous avez le soutien de votre famille et aussi des possibilités financières, eh bien, venez candidater au CIFOP. Lise, quelque chose à rajouter? Venez candidater au CIFOP pour vous enrichir tant humainement qu'intellectuellement. Voilà, moi j'ai pris beaucoup de plaisir, c'est beaucoup de travail, mais c'est beaucoup de plaisir, beaucoup de plaisir. Tant humain avec les enseignants que les étudiants, mais aussi intellectuellement, parce que voilà, ça nous permet, enfin moi ça faisait 10 ans que je n'avais pas été à l'école, et donc ça permet de décrasser un peu le système intellectuel, et voilà, avec notamment une part particulière sur les mémoires qui permettent de faire des travaux vraiment approfondis. Donc voilà, une année en tout cas extrêmement riche. Ok, merci à toutes les deux. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous pour toutes vos questions. Vous avez fait passer l'oral au CIFOP. On se retrouve bientôt pour un nouvel oral sur Campus Chanel.